Bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir dans ce webinaire d'été qui s'intitule 3 idées pour faire avancer la RSE dans l'entreprise sans exploser son budget. Ce webinaire, comme son nom l'indique, il s'adresse aux personnes qui veulent faire bouger les lignes au niveau RSE dans leur entreprise, donc plutôt des gens qui sont en charge de la RSE, mais qui n'ont ni 100 000 euros, ni du temps illimité pour y consacrer. Donc on va essayer de vous donner des astuces et des leviers simples pour faire avancer vos objectifs. D'abord, je me présente et je nous présente. Nous sommes l'entreprise Manitaria. Je suis la fondatrice de Manitaria. Je m'appelle Frédéric Chalony. Je suis ingénieur agronome de formation. Et après avoir fait un MBA en RSE en 2010, j'ai créé l'entreprise Manitaria pour aider. Alors, pardon. J'ai d'abord fait un passage en tant que responsable RSE dans une assurance mutualiste. Et, et là, j'ai vécu la difficulté, en effet, des responsables RSE à faire bouger les lignes. Et là, en 2020, j'ai créé Manitaria pour aider à cette transformation RSE. Et j'ai eu la chance de croiser la route d'une docteure en neurosciences très inspirante qui fait du conseil en entreprise. Et je me suis formée aux neurosciences avec l'idée, et maintenant j'utilise les neurosciences pour justement trouver des leviers efficaces qui correspondent au fonctionnement du cerveau au niveau de la RSE. Donc c'est notre accompagnement, il a cette touche neurocompatible, qui va dans le sens du fonctionnement du cerveau. Au programme de ces 3 quarts d'heure, une petite intro pour dire pourquoi on a besoin de mobiliser et pourquoi c'est difficile. Donc là, on fera un petit passage par justement les neurosciences et ce qu'on a à l'intérieur de nos têtes. Et je partagerai avec vous 3 idées qui sont, première idée que vous verrez, je mets en avant, mais parce que ça correspond vraiment au cerveau, s'appuyer sur le collaboratif. La deuxième idée, c'est vraiment miser sur le positif et le ludique. Ce qui n'est pas forcément intuitif, puisque on n'a pas forcément des très très bonnes nouvelles sur le front de la RSE. Et la troisième idée, c'est accompagner en douceur à petits pas. L'idée que c'est un chemin de transformation. Et on fera une petite conclusion pour résumer. Je vous présenterai une offre découverte qu'on propose aux participants du webinaire. Et puis si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Si vous avez des questions qui vous arrivent pendant que je parle, soit vous levez la main, je crois que sur Teams on doit pouvoir lever la main, soit vous écrivez dans la conversation, et puis Ayoub qui travaille avec moi Enchanté. pourra lire les questions, parce que moi j'ai pas la conversation. Alors, on est parti. Une petite introduction. Pourquoi il faut mobiliser? Bon, j'enfonce un peu des portes ouvertes, hein, mais c'est vraiment l'idée que tout seul on va plus vite, mais et encore, et ensemble on va plus loin. Donc, si vous êtes une ou deux personnes ou une petite équipe en général dans les entreprises, c'est des petites équipes qui essaient de faire bouger les lignes. Ça va être compliqué, on s'épuiser. Moi, je l'ai vécu, et avoir des résultats frustrants, c'est-à-dire avoir l'impression de vraiment dépenser beaucoup d'énergie pour très peu de résultats. Voilà, s'appuyer sur des alliés, sur des gens qui ont envie aussi, ça va permettre de toucher d'autres services, etc. Évidemment, on va aller beaucoup plus loin. La deuxième raison, c'est que si on fait une stratégie qui est portée par les collaborateurs, elle va être pertinente, puisqu'on va
faire pas la stratégie RSE de l'entreprise d'à côté, ça va vraiment être l'entreprise, enfin la stratégie adaptée aux enjeux de l'entreprise, et ça va s'ancrer dans le quotidien des salariés et dans les changements de pratique. On ne va pas faire du copier-coller, ça va vraiment être pertinent. Je te laisse. Je sais pas si Ayoub, tu vois Oui, les c'est bon, il est invitations. venu, Ah, il est venu. d'accord, C'est ok. bon. Très bien. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Et donc la troisième raison pour laquelle il faut mobiliser, donc on est en train de dire pourquoi il faut mobiliser les collaborateurs. Donc évidemment, quand on est plusieurs, on va plus faire bouger les lignes dans l'entreprise. Ça va faire une stratégie RSE qui va être connectée au business de l'entreprise, donc qui va être unique et sur mesure. Et également, ça va susciter l'adhésion donc des salariés, puisqu'ils vont se reconnaître. Donc ça va être une vraie stratégie RSE qui va vraiment changer les pratiques, etc. Et également, un deuxième effet, c'est que les salariés engagés dans cette démarche RSE ça va leur donner du sens en fait. C'est un besoin du cerveau en fait d'avoir du sens. Et donc ça va donner du sens, ça va renforcer la marque employeur, le sentiment d'appartenance, etc. Donc plein de bénéfices. Bon, entre autres, hein, parce qu'il y a aussi des bénéfices business, mais voilà. Alors, petit détour par le cerveau, parce que une entreprise, c'est quand même une somme de cerveaux. Donc, pour comprendre ce qui se passe et comment mobiliser, il faut aller voir un petit peu à l'intérieur. Et donc, déjà, il y a un premier élément. Et bon, désolé pour l'autopromotion, mais j'ai eu la chance de faire une intervention TEDx récemment sur justement la difficulté qu'on peut avoir, nous, êtres humains, à changer nos comportements. Et donc ça, bon, si ça vous intéresse, vous pouvez flasher le QR code pour retrouver la vidéo. Et donc, très important, le premier point, c'est qu'on a tous, nous, les êtres humains, une aversion au changement. Notre cerveau a une aversion au changement pour deux raisons principales. C'est que le cerveau est dédié à notre survie et donc va économiser au maximum l'énergie, parce qu'il croit qu'on est toujours un peu dans la savane et qu'on va avoir du mal à trouver des aliments. Donc, il continue à nous faire économiser de l'énergie, et le changement demande de l'énergie. Donc, voilà, ça va l'inciter à ne pas faire ce changement. Et l'autre raison, c'est que le changement dit non-maîtrise. Parce que quand on change, et bah, du coup, il faut apprendre, il faut se mettre en inconfort, etc. Donc, deuxième raison pour laquelle le cerveau nous empêche tous de changer. Donc, il faut mobiliser le cortex préfrontal pour, pousser le cerveau automatique à changer. Et le deuxième élément intéressant par rapport au cerveau, c'est que justement, on a deux modes. On a un mode automatique et un mode conscient. Et le mode automatique, déjà, le cerveau fonctionne à 95% en mode automatique. Et c'est d'autant plus vrai qu'on est dans un contexte connu, routinier. Voilà, donc là, on est vraiment en mode automatique. Vous savez, quand on conduit, par exemple, où on est un peu en mode automatique, c'est le cerveau qui fait tout seul. Et l'autre contexte dans lequel les habitudes et les automatismes sont très prégnants, c'est la situation de stress. Parce que dans une situation de stress, le cerveau va se mettre en mode survie et va pas du tout être apte ou dans une position pour changer. Donc, à l'inverse, pour que le cerveau décide consciemment voilà, de prendre une décision, par exemple de changer, il faut que le contexte soit favorable, et notamment qu'il y ait un changement, de la nouveauté, mais comme je vous disais, pas dans le stress, hein, de changement agréable, de la nouveauté, mais gérable, et être dans un contexte où le cerveau se sent en sécurité, en confiance, en bien-être.
puisque sinon, bah, il va se mettre en mode survie et donc pas du tout apte à changer. Alors, du coup, ce qu'on peut faire quand on est un responsable en RSE ou euh, dans ces sujets-là et qu'on veut embarquer des collaborateurs, il faut utiliser 4 neurotransmetteurs ou neurohormones, donc sécrétés par le cerveau. Et c'est ce qu'on appelle l'acronyme DOSE, D-O-S-E, donc D pour dopamine, O pour ocytocine, S pour sérotonine et E pour endorphine. Et la dopamine, elle a un rôle très important, sans doute vous en avez peut-être entendu parler, mais elle est sécrétée quand on s'amuse, quand on résout des problèmes, quand on a des objectifs, quand on apprend, quand on atteint nos objectifs, etc. Donc ça, la dopamine intervient. C'est vraiment ce qu'on appelle le circuit de la récompense et c'est aussi le circuit de la motivation. C'est-à-dire si vous mangez un carré de chocolat et que vous ressentez de la dopamine, ça va vous motiver à remanger des carrés de chocolat. Donc voilà, la motivation, très important la dopamine. L'ocytocine qui est l'hormone de la confiance et là qui est vraiment sécrétée quand on est en groupe, quand on fait de la collaboration, quand on résout des problèmes internes, quand on discute, quand on a des objectifs communs, quand on se partage de l'information, qu'on s'écoute, etc. Tous ces éléments-là vont générer de la confiance et donc une meilleure collaboration. La sérotonine, c'est ce qu'on appelle l'hormone du bonheur, enfin le neurotransmetteur du bonheur. Donc bonheur et bien-être, et là c'est si on se sent utile et important, et ça va donner de l'optimisme, du bien-être, etc. Et la dernière, c'est l'endorphine, qui crée de la détente et du bien-être. Et également, quand on est en groupe, elle va être sécrétée, la collaboration et aussi le rire. Donc, on retrouve des choses dans la dopamine, ces activités ludiques, le rire pour l'endorphine. Donc, votre cerveau va sécréter plein de trucs comme ça. Donc, ça, c'est une espèce de prérequis que je vous donne pour dire pourquoi après, je vais vous donner des astuces dans un sens ou dans un autre, parce que ça va utiliser cette chimie cérébrale. Alors, les 3 idées, donc ça découle de ce que je viens de dire, mais s'appuyer sur le collaboratif, miser sur le positif et le ludique, et accompagner en douceur à petits pas. Donc, je vais développer, juste je regarde l'heure, mais c'est bon. Donc, sur le collaboratif, donc c'est une espèce d'astuce et ça génère pas forcément des coûts, puisqu'on est là pour parler d'astuces qui n'explosent pas le budget. Alors, pourquoi s'appuyer sur le collaboratif? Je le dis peut-être sous une autre forme, mais l'appartenance à un groupe est un besoin du cerveau parce que nos ancêtres savaient que s'ils étaient seuls, ils allaient pas survivre très longtemps. Donc, le fait d'être dans un groupe, ça donne du bien-être et du confort. Et le fait de collaborer, ça sécrète de l'ocytocine et qui génère ce sentiment de confiance et de l'endorphine qui crée du bien-être. C'est ce qu'on a vu. Et qu'est-ce que ça a comme impact? C'est que ça va augmenter la fierté, l'engagement, le fait de collaborer globalement. Après, vous aurez une meilleure collaboration interservice, la réduction des silos. La réduction des silos, c'est souvent un sujet en entreprise. Donc là, le fait de collaborer sur la RSE va réduire les silos. Et puis, le fait de collaborer, vous allez forcément avoir plus d'idées, plus de créativité, mieux résoudre les problèmes, une plus grande capacité à innover. Et d'ailleurs, il y avait une étude de Harvard Business Review de 2022 qui disait que les groupes de travail RSE augmentent la collaboration interdépartement de 50%. Voilà sur cet aspect. Donc ça, c'est un peu Ah, Solène qui Ah voulait... non, je voulais demander un exemple, mais donc je vois que ça arrive. Ah, oui, d'accord. Des exemples d'actions concrètes. Oui, oui. Donc là, en effet, on était sur la théorie, donc sur la pratique, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, si on veut embarquer le CODIR, enfin le comité de direction, les dirigeants,
On peut les faire expérimenter cette collaboration, parce que des fois, les dirigeants, ils sont un petit peu... Bon, ça dépend des comités de direction, mais ils peuvent voilà, avoir une peut-être difficulté à collaborer. Et là, leur faire un diagnostic stratégique en mode force, faiblesse, opportunité, menace par rapport à la RSE, ils vont collaborer et en plus, ça viendra d'eux. Donc, ils vont être satisfaits d'être dans cette collaboration et ça leur donne aussi un objectif commun. Donc ils vont prendre conscience, je mets ma main à couper que la force-faiblesse, ce qu'on appelle le SWOT, ça va dire ah bah si on ne fait pas des choses sur l'énergie, si on ne fait pas des choses sur nos matières premières, et bah on a un risque qui va nous arriver assez vite. Donc là ils vont voilà, se convaincre eux-mêmes et le fait de le faire en collaboration va créer cette confiance, etc. Ça, c'est sur la couche un peu gouvernance. Sur comment animer la RSE, évidemment. C'est une bonne pratique de créer et d'avoir un groupe projet RSE et des groupes de travail, par exemple sur, je sais pas, le bien-être des collaborateurs ou sur la décarbonation, enfin des groupes de travail spécifiques. Là où j'insiste, c'est sur la partie animation, c'est que on retrouve, enfin moi je retrouve souvent chez mes clients des groupes RSE ou des groupes de travail, mais où on n'a pas forcément le réflexe de les former, de les animer, de continuer à les motiver. Et alors du coup, aussi par rapport à la collaboration, bah, c'est vraiment miser sur l'intelligence collective, parce que l'intelligence collective d'abord va vous trouver va produire des livrables que vraiment, moi tous mes clients ils sont toujours surpris quand je fais faire par des groupes et ils disent ah bah je m'attendais pas du tout, est-ce que ça soit aussi riche, etc. Donc par exemple vous pouvez faire un état des lieux de toutes les actions RSE dans l'entreprise. Et donc là, vous réunissez une dizaine de personnes qui viennent un peu partout. Et là, vous allez avoir plein de choses qui sont pas forcément connues, qui sont des initiatives par une personne, etc. Et là, déjà, on va collaborer. Et en plus, on va partir en disant ah, mais c'est incroyable, en fait, on a déjà plein de trucs. Et ça, c'est important. On le reverra après d'ailleurs. On peut faire aussi en atelier ce qu'on connaît sur ce que font les concurrents ou ce que font des partenaires. Donc ça c'est plus pour de l'inspiration. Enfin, tout ce qui est possible à faire avec des ateliers, co-construire des feuilles de route, co-construire le plan de communication, ça sera plus riche, et plus déployé en fait. Parce que comme ça sera fait par des collaborateurs, l'adhésion sera meilleure que si ça a été décidé par un consultant ou par un dirigeant. Est-ce que ça répond à votre question, ta question, Solène? Oui, merci. Ce que Voilà. je veux dire, nous, dans Oui. notre entreprise, on a fait le recensement des actions qu'on a mis en place. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que quand on met toutes côte à côte, et ben, on avait quand même pas mal de choses qui étaient mises en place qu'on ne se rend pas forcément compte tous les jours. Ouais, Donc, c'était super intéressant comme exercice. Ouais. c'est vrai. Et ça va rejoindre. En fait, on peut avoir l'impression que mettre en place de la RSE, on part de zéro, on est nul. Enfin, moi, très souvent, j'ai cet écho-là chez mes clients. Et quand on s'aperçoit que, ah ben non, en fait, on a déjà ça, le chemin à faire, il paraît beaucoup plus accessible, en fait. On part pas de zéro, on faisait déjà des choses sans s'en rendre compte, etc. Donc, du coup, on a déjà fait une partie du chemin. Ok, merci. Alors, l'idée numéro 2, c'est miser sur le positif et le ludique. Alors, il y a plusieurs raisons. Alors, il y a plusieurs angles d'attaque. Donc, j'ai mis sensibiliser, oui, mais avec le jeu et avec des solutions. Vous connaissez sans doute tous la fresque du climat qui permet de comprendre le dérèglement climatique et tout le système climatique.
Il y a une étude récemment qui a été sortie par une université de Nantes, je crois, où finalement il n'y a que 30% des gens, après avoir fait la fraise du climat, qui changent leur comportement. Et en plus, ça dure qu'un mois. Donc, alors, il y a une raison très neuronale à ça, c'est que euh, la prise de conscience peut créer de l'anxiété, peut créer voilà, de l'angoisse, etc. Et dans ce cas-là, l'individu risque de s'orienter vers du déni, la tristesse, la colère, enfin tout un tas de choses, mais sans passer à l'action. Dire c'est à cause des Américains, c'est mon voisin qui a un gros 4x4, etc. Parce que voilà, c'est trop d'émotions, trop de, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que la prise de conscience et le sentiment d'urgence doit être fait, parce que si on n'a pas de sentiment d'urgence, bah, on ne va pas changer son comportement. Mais il faut le faire avec des solutions, avec une certaine tonalité, etc. Tout bêtement, je vous ai dit, parce que on a besoin d'énergie pour changer. Donc, quand on est dans la tristesse, on a une énergie très basse. Et du coup, on ne peut pas changer, en fait, tout bêtement. Donc, il faut des solutions. Parce que ce que disait l'étude là sur la fraise du climat, c'était que les gens disaient bah, de toute façon c'est perdu. Ou, enfin, voilà, ça paraissait tellement énorme parce que c'était au niveau mondial que voilà, on voyait pas ce que nous on pouvait faire et c'était perdu d'avance en fait. Alors, dans les actions concrètes, il y a deux pistes. Il y a une première piste qui va être faire prendre conscience aux personnes qu'il y a des problèmes euh, et comment les aider à passer à l'action. Donc sur la partie prise de conscience, nous ce qu'on recommande par rapport à ce que je vous disais du fonctionnement des cerveaux, c'est d'avoir des émotions quand même positives. Donc, des ateliers de type fresque, mais avec un chapitre solution, pas juste c'est voilà, c'est la fin du monde et au revoir. Donc, moi, par exemple, j'ai référencé chez Manitaria des fresques comme la fresque du numérique, parce qu'elle a un chapitre solution, la fresque de l'économie circulaire, parce qu'on parle de justement toutes les opportunités du circulaire. Il y a des ateliers beaucoup plus ludiques, tels que le puzzle climat. Voilà. Donc ça, déjà, dans la prise de conscience, le faire plutôt sur un mode ludique et agréable et déjà initier le passage à l'action. Donc il y a certains ateliers qui existent. Alors moi j'anime, on a référencé l'Eco Challenge, on est même distributeur de l'Eco Challenge de Little Big Impact, donc qui est vraiment très bien fait par rapport à ça. Il y a d'autres choses qui aident à passer à l'action comme Ma Petite Planète, The Week, le travail qui relie. Si vous voulez en savoir plus, vous me direz, je peux vous donner l'information. Donc ça, c'est la partie prise de conscience. Et puis, comment on va passer vers le changement. Donc, et ben justement, cet atelier d'état des lieux dont tu parlais, Solène, de dire, OK, il y a des gros problèmes, mais en fait, on a déjà fait des choses. Et en fait, le cerveau, il a besoin d'aligner ses actions, son énergie, enfin mettre son énergie sur des actions qui sont en lien avec ses convictions. Donc si vous avez pris conscience que y a un gros problème par exemple climatique et que l'entreprise où vous êtes ou que vous-même n'êtes pas dans l'action, ça va générer une dissonance cognitive. Et si vous avez déjà des actions dans l'entreprise, etc., ça va aligner en fait les actions avec les convictions et du coup ça va apaiser le cerveau en fait. Donc, en effet, atelier état des lieux collaboratif, hein, donc par rapport à l'astuce numéro un. Et puis, tout de suite passer, si vous faites, enfin tout de suite, assez vite, accompagner la prise de conscience par des plans d'action. Donc, l'état des lieux et les plans d'action. Donc, comme ça, du coup, on se met en action, on se met en mouvement, et ça va réduire cette alerte.
Nous, chez Manitaria, on croit beaucoup à un format qui s'appelle le quiz, qui, en fait, enfin, on dit qu'il a tout bon parce que bon, il est en équipe. Et on peut le faire à tout moment. Donc, il va être ludique, il va permettre de générer des émotions positives, de mieux mémoriser. Les gens sont engagés dans l'apprentissage. Il y a ce côté collaboratif. Et on peut le faire, ce format-là, à différents moments, en fait, différentes étapes du changement. Ça peut être pour la prise de conscience, ça peut être pour l'apprentissage des ordres de grandeur ou l'apprentissage des solutions. Donc voilà, il est très polyvalent. Il est court, enfin il peut être court, et voilà, on l'adapte à des thèmes, à des choses. Et en l'occurrence, si vous faites appel à quelqu'un de l'extérieur, c'est un budget maîtrisé parce que c'est court, mais vous pouvez aussi le faire en interne. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail par rapport au quiz que nous on propose, donc on a des formats donc, qui durent moins d'une heure. En présentiel, c'est jusqu'à 20 personnes. En distanciel, c'est plutôt un format conférence en fait. On est sur le premier prix, on va dire, le prix d'entrée à moins de 1 000 euros. Et ce qu'on a comme offre, c'est soit un quiz généraliste qu'on appelle question pour un vainqueur de la RSE, donc là où on va être sur la définition de la RSE, puis voilà, voir tout ce qu'il y a dans la RSE, il n'y a pas que le climat, pas que l'environnement. Et après, en partenariat avec notre partenaire Little Big Impact, on a des quiz thématiques. Donc sur l'alimentation, le numérique, la mobilité, l'énergie, les déchets, l'eau, les limites planétaires et la biodiversité. Et pour vous donner un exemple sur les quiz thématiques, en fait, comment ça se passe? Vous avez une question, c'est le principe du quiz. Donc vous avez une question en termes d'empreinte carbone sur l'ensemble du cycle de vie du numérique. Quelle part revient à la fabrication des équipements? Bon, donc là, on vous propose 4 solutions, on vous donne la bonne réponse, on vous explique pourquoi c'est la bonne réponse et on vous donne des sources, des chiffres, etc. Et après, au bout de deux... Donc là, il y a ce côté gamifié, comme on dit, où les gens vont vouloir être sur la première marche du podium. Donc là, ça change d'une question à l'autre, etc. Donc l'engagement et la mémorisation est au top. Et après, au bout de 3-4 questions, on fait un temps d'échange en disant et vous, c'est quoi vos bonnes pratiques pour réduire le nombre d'équipements voilà. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à faire réparer votre écran, votre ordinateur, etc. Voilà. Pour ce que nous on propose, en tout cas pour le ludique et sur lequel on croit beaucoup à ce format. L'idée numéro 3, c'est qu'il faut accompagner en douceur à petits pas. Donc, c'est-à-dire que ça ne va pas se faire en une fois. Moi, j'ai des clients des fois qui me disent on a déployé, très souvent d'ailleurs, c'est la fresque du climat dans toutes nos entreprises et nos collaborateurs ne sont toujours pas mobilisés. Et c'est normal parce qu'on n'a fait qu'une partie en fait du parcours. Donc là, il faut accompagner en douceur et c'est-à-dire avoir conscience qu'il y a plein d'étapes en fait. Il y a la prise de conscience, mais il faut un peu changer sa vision du monde. Donc c'est-à-dire, voilà, c'est un petit peu compliqué. Il faut se projeter, comprendre et se projeter dans le changement. Et il y a une deuxième étape qui est très importante et qui est très peu prise en compte. C'est, vous savez, toutes les fois où le 1er janvier, on dit je prends telle bonne résolution. Maintenant, je vais manger plus sain, je vais faire du sport, etc. Et que le 15 février, on n'a pas tenu. C'est normal parce qu'en fait, on n'a pas pensé à développer notre capacité d'agir. C'est-à-dire que on n'est pas si motivé que ça, en fait.
on ne voit pas bien les bénéfices du changement, ou ça nous paraît trop compliqué, trop d'efforts, on ne sait pas comment se renseigner, etc. Et du coup, le cerveau, il décide d'aller sur autre chose. Si ça lui paraît pas si intéressant que ça pour lui et en plus trop difficile, il va aller sur, je sais pas, regarder euh, ou lire ou voilà. Donc c'est très important cette partie-là et souvent elle n'est pas prise en compte. Et c'est seulement s'il y a les deux qui sont activés qui vont que le changement va s'opérer. Donc j'ai dit accompagner en douceur, parce que en effet c'est un long chemin, enfin c'est un chemin, et puis à petits pas. Et donc accompagner à petits pas, donc en fait le cerveau va décider des actions en fonction de l'effort perçu, c'est ce qu'on a vu. Et si on fixe des petits objectifs, l'effort perçu il est plus faible. Et en plus le système de la récompense, donc la dopamine, va être activé et va créer cette motivation. Donc c'est important d'y aller à petits pas. Et concrètement, on peut aller pour réduire l'effort perçu, pour réduire le fait qu'on se dit ah mais c'est pas possible, personne n'a jamais fait. Bon, aller visiter des entreprises qui justement sont un peu pionnières, faire expérimenter le changement avec des quick wins, ce qu'on appelle des gains rapides, et célébrer les succès. Voilà, donc juste pour terminer, donc on est vraiment sur des actions qui sont basées sur le fonctionnement naturel du cerveau et donc plus efficaces, plutôt qu'en effet de déprimer ou de... Là, on est vraiment sur... on accompagne en fait avec le cerveau. Et en résumé, on a 3 bonnes pratiques. Mobiliser le collectif avec des formats plutôt courts. Utiliser la ludopédagogie, donc pour engager, et penser parcours, pas one shot. Alors, on a une offre découverte qui est réservée aux participants du webinaire ou des gens qui regardent le replay. Donc, dans les quiz qu'on vous a présentés, un quiz au choix dans notre catalogue, en présentiel en Ile-de-France pour 20 participants et valable sur 2025 avec un accord avant le 30 septembre. Et du coup, là, l'offre, c'est que l'atelier est à 700 euros. Donc, un budget relativement maîtrisé. Du coup, je ne sais pas s'il y a des questions. Nous, on est voilà, à votre disposition. Enfin, je suis à votre disposition. Et n'hésitez pas à nous contacter pour en reparler après. Donc, le mail, c'est contact@manitaria.fr. Le téléphone, c'est 06 72 28 28 30. Et puis, j'écoute si vous avez des questions. Alors, moi, j'aurais une question. Est-ce qu'il faut mieux mettre de l'énergie pour convaincre les dirigeants ou plutôt sur les salariés ou les deux mais si on ne veut pas s'essouffler, voilà. Ouais. Alors oui, c'est une bonne question, en effet. Alors, je sais que les deux existent. Euh, Les deux existent. Il y a le phénomène un peu des collectifs en fait RSE où il y a des salariés qui se regroupent en disant nous on veut faire bouger les lignes de l'intérieur, donc ils se regroupent et qui portent des actions et le fait que ça devienne un besoin des collaborateurs et que ça fasse voilà, bouger l'entreprise va convaincre les dirigeants qu'il y a peut-être quelque chose, des opportunités, un sujet à traiter. Bon, ça, je dirais que c'est pas forcément la façon la plus rapide. Le mieux, si vous avez accès en effet aux dirigeants, c'est quand même aller convaincre les dirigeants et de faire ce travail-là dont j'ai parlé au début, qui est de leur faire co-construire leur SWOT, là, dans leur diagnostic, pour qu'ils prennent conscience collectivement que s'ils ne font pas d'action ou de stratégie sur l'environnement, sur les collaborateurs, sur les fournisseurs, leur entreprise se met en risque en fait. Voilà. Et des risques maintenant, c'est plus des risques, on va dire, hypothétiques. On a
des risques avérés, donc des choses qui existent, des hausses de matières premières, des ruptures d'approvisionnement. Moi, je prends toujours l'exemple, depuis que je l'ai lu, de le groupe Volkswagen l'année dernière qui a annoncé une baisse de ses ventes. Non pas parce qu'ils avaient moins de clients, enfin peut-être qu'ils avaient moins de clients, mais parce qu'ils n'avaient pas réussi à produire de voitures, parce qu'ils n'avaient pas, ils avaient eu des ruptures d'approvisionnement de leurs microprocesseurs Oui. à cause de la sécheresse à Taïwan, où ils n'avaient pas pu fabriquer les microprocesseurs par manque d'eau. Donc on a des vrais risques business en fait. Donc ça, si ça vient d'eux, s'ils le font justement en collaborant et en croisant les différents points de vue, le commercial, le marketing, la prod, etc., voilà, ça leur va faire une prise de conscience business s'ils n'ont pas du tout envie de sauver les pingouins sur la banquise. En tout cas, ils vont se rendre compte que la pérennité de leur boîte euh, est Remise en question. voilà, remise en question. Parce que du coup, on fera un diagnostic, mais est-ce que derrière, ce serait avec eux qu'il faudrait faire un plan d'action ou ça, c'est plutôt partie vraiment du service RSE? Après, on les fait collaborer sur la stratégie RSE en fait. On les fait une fois qu'on a fait ça. Le SWOT, c'est la première étape. Et c'est pour un peu donner le go pour aller plus loin, en disant bah oui, on a besoin d'une stratégie RSE parce qu'on a vu que là là là. Et après, on va interroger des parties prenantes, on va faire ce qu'on appelle une matrice de matérialité où on va identifier tous les enjeux qui sont importants et significatifs pour l'entreprise. Et ça, c'est eux qui vont le valider. Est-ce que c'est un risque plutôt de cybersécurité, je sais pas quoi, de décarbonation, de déchets, etc. Donc ça, ils vont dire. Et en fonction de ces enjeux qui sont les plus significatifs pour l'entreprise, on va définir une stratégie qui sera aussi validée par eux, évidemment, qui sera portée par la direction et qui va découler sur une feuille de route plus opérationnelle. Ok, d'accord. Merci. Donc on a besoin quand même du sponsoring à un moment ou à un autre de la direction, et j'ai tendance à penser, alors si on peut, hein, que si on va les voir directement et qu'on leur propose ce truc orienté business, pas forcément avec une coloration RSE très forte, et qui prennent conscience que justement la RSE peut être importante, voilà, ça va donner ce sponsoring. Ok, très bien. Merci beaucoup. Eh bien, merci à tous pour votre présence. Ça a été un plaisir de partager avec vous ces éléments. J'espère que ça vous donnera des idées. N'hésitez pas à nous contacter. Et puis, je vous souhaite un bon été et de bonnes vacances. Au revoir. Au revoir.